Bonjour et bienvenue à Marketing et réseaux sociaux, un podcast sur le marketing et les réseaux sociaux. Mon nom est Mathieu Chevalier. Merci d'être là pour un épisode tout à fait spécial parce qu'aujourd'hui, on va aller dans une direction un peu différente de ce qu'on prend d'habitude. Je me suis assis avec Amélie Morancy. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle parce que c'est une jeune entrepreneure qui, à la mi-vingtaine, a fondé Food Room. Food Room, c'était une cuisine commerciale qui louait de l'espace pour des entreprises alimentaires pour qu'elles viennent préparer leurs mets, leurs produits et elles avaient accès donc à de l'espace et à de l'équipement. Après un départ fulgurant, Food Room a dû fermer ses portes après seulement 13 mois d'activité. Amélie a déclaré faillite. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez à quel point l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je trouve important de raconter les histoires des entrepreneurs. Que ces histoires soient teintées de succès ou d'échecs, elles sont toujours inspirantes. On peut toujours apprendre de ces histoires-là. Et c'est la raison pour laquelle, même si la discussion avec Amélie a été dans une autre direction que le marketing et les réseaux sociaux, je tiens énormément à vous la partager parce que c'est une histoire profondément humaine, une histoire importante de laquelle Amélie a appris, mais de laquelle aussi j'ai appris et vous pouvez apprendre en écoutant son témoignage. C'est un épisode qui a présenté un plus grand défi au niveau du montage parce que j'avais de la difficulté à couper dans les éléments de l'histoire d'Amélie parce que tout me semblait intéressant et pertinent. Je vous encourage donc fortement à aller écouter la version longue audio sous forme de balado-diffusion. Vous pouvez la retrouver à bit.ly/balado08. Bonne écoute. Après tes études à l'ITHQ, tu as fondé Food Room. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce projet-là? Après, en fait que le moment que le moment que tu étudies en cuisine à l'ITHQ, pour faire simple, pour tout le monde dans la vie en général que tu connaissais avant, t'es un chef. T'es pas un chef pantoute. Tu te montes à éplucher des carottes et des patates pendant 6 mois, mais pour la population, t'es un chef cuisinier. Fait que la journée que j'ai commencé à étudier à l'école, je me suis ramassée avec des contrats de traiteur. Okay. Fait qu'essentiellement, j'avais des contrats de traiteur, puis ben j'avais une micro-cuisine dans un micro-appartement avec 3 pieds de comptoir de cuisine, qui est loin d'être idéal, mais qui est à peu près comme, je te dirais, 100% des traiteurs commencent dans la cuisine de chez quelqu'un. Bref, ma business de traiteur a développé tellement grosse que je me suis ramassée avec un autre problème. J'avais plus de place pour faire ma business. Entre-temps, j'avais comme sous la cuisine de quelqu'un qui faisait des plats congelés, que je louais le soir pour la fin de semaine. Fait que je faisais mes contrats de traiteur là. Puis depuis que j'avais eu cette cuisine-là, en 5 mois, ma business a passé de 3 000 de chiffre d'affaires par année à 30 000 de chiffre d'affaires par mois. Fait qu'initialement, l'idée de Food Room, c'était d'avoir une cuisine commerciale. L'idée de base que j'ai eue, c'était j'avais besoin d'une plus grosse cuisine, puis j'avais pas moyen de payer. Fait que je me suis dit, je vais construire une grosse cuisine, puis la loi du monde pour payer le loyer. C'est parti de ça. C'est parti de ton besoin de traiteur qui n'arrivait pas à louer des cuisines suffisamment grandes et outillées. Oui, ou, exactement, c'est ça. Ben, j'avais pas le budget pour acheter des équipements, j'avais pas le budget pour le real estate, j'avais pas le budget pour les travaux. Fait que je me suis dit, je vais la construire, puis je vais faire payer tout le monde pour. Dans le fond, si on la loue, je peux la partager. Puis entre-temps, j'ai droppé la business du traiteur, puis je me suis rendu compte qu'il y avait un autre gros problème qu'en tant qu'entrepreneur, c'est que j'étais tout le temps toute seule à 3h du matin dans ma cuisine en train de rouler des fucking boules de riz. Puis j'étais comme, pour vrai, je savais pas comment faire pour engager quelqu'un, je savais pas comment ça marchait pour, tu sais, les taxes, les DAS, les perceptions à la source, les employés. Donc, là, on est en 2015, ouais. Puis toi, tu as fait faillite en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2015 et 2017? Fait qu'en 2015 et 2017, j'ai fait le Founder Institute d'abord. J'ai gradué du Founder Institute en juillet 2015. À ce moment-là, j'avais déjà une équipe de quelques employés, majoritairement des stagiaires qui travaillaient gratuit. Puis, j'avais... c'est ça, j'étais en recherche de financement, déjà. J'ai signé mon premier prêt pour Food Room en mai 2015 avec Futurpreneur. J'ai pris le prêt, j'étais allée m'acheter un ordinateur parce que je n'avais absolument vraiment besoin. Puis mon ordinateur que j'avais avant, c'était comme, tu sais, ça prenait 10 minutes pour ouvrir l'ordi, kind of thing. Ouais. Fait que j'ai acheté un ordinateur, puis le restant d'argent, dans le fond, c'était pour payer des salaires que je l'ai passé.
Ça m'a permis d'aller chercher d'autres financements. Fait que j'ai commencé à pitcher à tout le monde en ville qui était prêt à m'écouter. J'ai eu à peu près 60 rendez-vous avec des banques. Ils ont tous dit non. En novembre 2015, j'ai réussi à à être embarquée dans le processus pour pitcher avec Ange Québec. Puis le 28 février 2016, j'ai tourné Les Dragons. Fait que dans le fond, moi, j'arrive au plateau des Dragons. Je venais de closer dans les 3 dernières semaines plein d'investissements. J'avais une banque qui m'avait dit oui, c'est beau. J'avais une term sheet. J'avais Femme et Sœur à ce moment-là qui m'avait dit oui, j'avais une term sheet. J'avais une term sheet de PME Montréal. J'avais des term sheets de tout le monde en ville. Fait que je m'en vais au Dragon. Ça s'est super bien passé. À ma grande surprise, ils ont tous fait une offre. Puis là, ben ça m'a genre propulsé sur une autre planète. Là. Quand le show a air à la mi-avril, j'étais rendue genre une vedette à Montréal. Puis tout le monde se garachait sur moi pour me lancer de l'argent. C'était vraiment weird. Fait que, bref, entre-temps, il y a d'autres investisseurs qui ont dit oui, non, peut-être. J'ai rencontré mon propriétaire le building par quelqu'un que je connaissais aussi. Fait que là, j'ai closé mon bail. On a signé les travaux, tout ça. Fait que la construction a eu lieu. Entre-temps, j'ai plein d'investisseurs qui m'ont lâché. Comme la banque qui devait faire le financement a changé d'idée à la minute. Genre la journée que les grues étaient là pour installer ma ventilation pour le contrat que j'avais signé qu'ils devaient payer. Là. Fait que genre le contrat de ventilation était de 200 000 fait que la banque payait 100% de ça puis ils m'ont lâché. Fait que je me trouve une autre banque, catastrophe. Tu sais, je veux dire, comme normal des jobs d'entrepreneur, là, comme si tout va bien, tout va mal 5 minutes après. Là. Fait que ça a été pas mal ça pendant comme, tu sais, pendant 2 ans. On a ouvert la cuisine au mois d'août. Fait qu'on a été en opération en tout et partout 13 mois. On a ouvert la cuisine. Tu sais, je veux dire, un autre méga problème qu'on a eu, tu sais, je sais pas comme, c'était pas la faute de l'employé ou rien, là, je veux dire, mais j'ai un employé qui est pété aux frettes. Puis, tu sais, je pense que j'ai un peu mes torts là-dedans, dans le sens que j'ai pas été une bonne patronne, puis je m'en suis pas rendu compte. Puis qu'est-ce que tu entends là par péter aux frettes? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, ben, il y avait une job à faire qui était de vendre de la cuisine. Puis, il y avait des problèmes d'anxiété que j'étais pas au courant. On était juste vraiment inquiets pour lui, fait qu'on l'a forcé à prendre un congé. Puis, pendant qu'il était en congé, ben on a fait le suivi de ce qui... J'ai pris en main la situation des ventes pour faire le suivi. Ouais. Puis, je me suis rendu compte que le 3/4 des affaires qui étaient signées n'étaient pas signées pendant tout. Puis ça, c'est arrivé genre une semaine avant l'ouverture. Fait que quand on a ouvert, je pensais que j'avais comme un 30 000 de ventes closées mensuellement, puis en réalité, j'avais 1500 pièces de ventes qui étaient fermées. Fait que ça m'a comme... Tu sais, ça nous a donné une méga débarque quand on a ouvert la cuisine, parce qu'on avait des attentes, puis... Je veux dire, c'est de ma faute dans le sens que j'aurais dû être plus tight là-dessus, je pense. Mais en même temps, tu sais, j'ai toujours eu cette espèce de volonté de faire confiance aux gens. Fait que tu sais, je me dis, il fallait que ça me pète d'en face pour que j'apprenne un peu, là. Mais tu sais, je veux dire... Honnêtement, si j'avais à leur faire de la même façon, maintenant que je connais cette personne-là, je l'aurais pas fait de la même façon, mais tu sais, en même temps, c'est vraiment de la gestion d'humain, puis, tu sais, je pense que la ressource humaine, c'est 80% d'une job en tant que patron, là. C'est vraiment ça, tout le temps que tu le veuilles ou pas. Ta job, c'est de bâtir une équipe, puis t'assurer que ton équipe soit la meilleure possible, puis que tu puisses les épauler à atteindre les objectifs. Tu sais, fait que moi, en me rendant pas compte que j'avais un employé qui allait pas bien, je me dis, d'une certaine façon, j'ai pas fait ma job comme du monde, tu sais. Donc, 13 mois d'existence avant la faillite. Puis au début, ça semblait quand même s'enligner de façon positive. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'en si peu de temps, tu frappes un mur? Ben, il est arrivé... C'est une combinaison de plein d'affaires, là. Je sais, il y a eu le fait que tu démarres une business, t'as nécessairement des coûts d'opération plus hauts que tes revenus. Fait que dès le départ, il y avait ça. Fait que tous les mois, on courait après notre queue dans le sens de on va-tu monter les ventes assez pour matcher les coûts d'opération. Puis le challenge qu'on a eu, c'est que les coûts d'opération montaient beaucoup plus vite qu'on pensait qu'elles allaient monter. Dans le sens que, tu sais, l'estimation de... J'aurais jamais cru qu'on pouvait dépenser autant d'argent en savon à vaisselle. Ah oui? C'est vraiment niaiseux. Au mois d'août, là, pendant la Coupe Rogers, j'ai dépensé 5 000 $ en savon à vaisselle dans le mois. Ça fait pas si longtemps que ça. Dans le fond, ça fait quoi, 6 mois? Là? Ouais. C'est tout récent. Comment t'as fait pour traverser ça émotionnellement? Ben c'est sûr, comme quand tu l'as dit, c'est un deuil. C'est vraiment un deuil. Là, genre, j'ai donné une conférence à Felcamp, puis j'ai dit c'est comme perdre un enfant, puis ma blonde m'a dit non, pas pantoute. Mais c'est ça, j'ai dit, j'ai pas d'enfant, fait que je peux pas comparer. Mais c'est vraiment un deuil. Il y a vraiment les étapes
de deuil normal, à un moment donné, t'es dans le déni, puis à un moment donné, t'es genre juste vraiment déprimé, puis après ça, tu l'acceptes, puis tu commences à move on, tu sais, puis c'est vraiment comme, tu sais, au début, tu brailles tout le temps, puis à un moment donné, tu brailles un peu moins, puis après ça, tu fais comme, hey, j'y ai pas pensé aujourd'hui, puis tu sais, c'est vraiment un travail, comme, tu sais, I guess que tout le monde a comme un rythme, là. Tu sais, moi, ça m'a pris les 2 premières semaines, post tout ce qui est arrivé. T'sais, je pense que j'étais comme un peu chanceuse parce que d'abord, vu que ça a été super médiatisé, la faillite et tout, on a eu beaucoup d'intérêt pour la vente de faillite. Mais on a aussi, ce qui était, j'ai trouvé le fun, c'est que j'ai pas eu à avoir de conversation awkward avec personne pour expliquer qu'est-ce que je faisais. Il n'y a pas personne qui m'a dit « Hey, comment va ta business? » « Oh, on a fait faillite. Tu sais, j'ai jamais eu ces conversations-là. Fait que j'étais comme, je trouvais que c'était comme ma lueur d'espoir dans tout ça, c'est que mon coming out était fait. Tu sais, je pouvais juste comme passer à d'autres choses, puis le monde, à la place de me dire comment va ta business, c'était comme comment tu vas. Fait que j'ai trouvé ça nice, puis j'ai eu une immense vague de support sur les médias sociaux. Là. J'ai comme été vraiment surprise de ça parce que je m'attendais vraiment à ce que le monde. Je m'attendais à devenir une nobody. Je m'attendais à être la fille qui s'était pété la gueule, que personne ne voudrait comme côtoyer. Puis finalement, les gens étaient comme Hey, tu veux qu'on aille prendre un café? T'sais, genre, j'ai eu énormément de monde qui m'ont proposé d'aller prendre des cafés. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont fait des jobs. Dans les 2 premières semaines, là, comme suite à la faillite, pour vrai, j'étais tellement occupée que j'ai comme pas été chez nous du tout. Là. Puis tu sais, on dirait que je pense que je me suis comme mentalement juste comme essayé de m'occuper pour oublier que c'était en train d'arriver. Puis la 3e semaine, ça m'a vraiment fait d'en face. Comme la 3e semaine, d'un coup que j'ai eu tous les meetings, j'étais comme OK, cool, faudrait peut-être que je commence à me chercher une job. Puis là, j'ai réalisé que je savais pas comment faire. Ça a été vraiment rough parce que j'ai comme réalisé que la business c'était mon identité, puis j'avais perdu mon identité en perdant ma business. C'était vraiment weird parce que je suis comme. À ce moment-là, j'étais comme. J'ai 25 ans, j'ai pas de carrière parce que j'ai lâché l'école plein de fois. Puis, je sais pas, je suis quoi, tu sais. Tu sais, c'est comme, mettons, la première sur ton CV, c'est genre vendeur de 10 ans d'expérience, blablabla. Bla, bla. Moi, j'étais comme, allô, j'ai eu plein de business, mais j'ai pas étudié en rien vraiment. Puis, je peux faire un peu de tout, mais rien assez pour dire que je suis bonne là-dedans. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent, puis je le crois fondamentalement, là, qu'on est en quelque sorte la somme de nos échecs et des leçons qu'on apprend de ces échecs-là. Un entrepreneur qui n'échoue pas n'est pas un entrepreneur. Ouais. Ce sont des leçons de vie qui sont importantes en affaires et j'imagine aussi sur le plan personnel. Quelles sont, tu disais, puis je sais que tu as touché un petit peu, tu en as déjà un peu parlé, mais quelles sont les principales leçons, tu dirais, que tu as tirées de cette expérience-là? Ben, je pense que la plus grosse affaire que j'ai gagnée, I guess, de la faillite, c'est que j'ai appris à avoir une vie. J'ai tout le temps mis la business en avant de ma vie avant la faillite. Puis, tu sais, je veux dire, ça m'a coûté une relation, ça m'a coûté, je veux dire, une business, ça m'a coûté plein d'affaires, là. Mais tu sais, comme mon ex puis moi, on a été ensemble 6 ans et demi, puis à un moment donné, la business a juste fait tout exploser parce que ça, mon ex a dit que c'était vraiment genre une situation de c'est la business du mois kind of thing, là. Fait que, tu sais, il y a eu ça, puis. Mais, tu sais, comme, des fois, je m'assois pour lire. Mais j'ai pas fait ça fait des années, là. Puis, je veux dire, j'ai tellement lu, là. Quand j'étais ado, là, je bouffais les livres, là. C'était ridicule, là. Fait que là, maintenant que t'es plus outillé, puis tu te connais mieux, puis tu prends plus soin de toi, est-ce que tu te vois un jour revenir à l'entrepreneuriat? Parce que tu as une job, mais est-ce que tu laisses la porte ouverte un jour à revenir? Oui, définitivement. J'ai pris la job en connaissance de cause. Je cherchais une job qui allait me donner des outils ou qui allait m'aider à apprendre des affaires que je n'avais pas appris pour quand je vais avoir une prochaine business. Fait que dans le fond, comme j'ai choisi ma job j'avais des critères. Je m'étais fait une liste de ma job idéale, c'est quoi. Ouais. Je voulais travailler pour une compagnie qui était un SaaS. Je voulais rester en milieu de la technologie. Je voulais travailler pour une compagnie qui était un peu plus grosse que ce que j'avais, dans le sens que je voulais avoir des ressources pour être capable de travailler avec quelque chose puis pouvoir engager des employés. Je voulais avoir une position de gestion. Je veux dire, il y avait des affaires que je voulais. Puis tout était très calculé par rapport à la prochaine business que je vais avoir,
j'avais besoin d'avoir les outils, d'avoir travaillé dans un environnement qui était plus corporate que ce qu'il y avait avec Food Room pour voir comment est-ce que les business plus organisés font pour que quand je vais en bâtir une nouvelle, je sache comment faire pour me rendre ou comment ça marche un coup que c'est à ce point-là. C'était des affaires que je voulais voir. Amélie, d'habitude, je parle de marketing et de réseaux sociaux. On a été dans une direction complètement différente, mais en même temps, c'est vraiment une des histoires les plus intéressantes quand même que j'ai reçues à ce podcast-là. Puis moi, je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat en général. J'ai produit une émission pour ma TV qui va être diffusée à l'automne prochain sur l'entrepreneuriat. Donc, j'aime les histoires d'entrepreneurs. Je trouve ça inspirant, je trouve ça intéressant. On a toujours des trucs à apprendre. Puis je pense que définitivement de ton histoire, il y a beaucoup de belles leçons à tirer. Oui. Fait que je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec plaisir. moi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ben écoute, n'importe quand. La prochaine fois, on parlera de marketing et de réseaux sociaux. On va parler beaucoup. Merci encore une fois à Amélie. Merci à vous de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et à la revoyure.